Plutôt que dans le RER, si je me trouvais dans le maglev au Japon, je pourrais y aller à 500 km/h. C'est un train expérimental qui lévite au-dessus des rails grâce à un phénomène physique actuellement en plein essor dans la communauté internationale des chercheurs, la supraconductivité. En effet, ce train utilise les propriétés des matériaux supraconducteurs pour avancer. Soumis à un refroidissement de moins 270 degrés, la résistance électrique devient nulle et un champ magnétique est littéralement expulsé, d'où la lévitation du train. Le laboratoire de physique des solides de l'Université d'Orsay, en région parisienne, est un des laboratoires en pointe dans le domaine de la supraconductivité. Rencontre avec le professeur Julien Bobroff, chercheur passionné par les supraconducteurs, qui va nous éclairer sur cet étonnant phénomène magnétique. Donc pour voir ce qu'est le magnétisme, on prend un petit aimant. Et si j'approche l'aimant, il ne colle pas. Il ne se passe rien, c'est une porcelaine en quelque sorte. Ce que je vais faire maintenant, c'est refroidir cette pastille noire. Je vais la refroidir à moins 200 degrés. Donc je prends la même galette, je la mets dans un petit récipient. J'approche l'aimant, il ne se passe rien. Et je verse maintenant dessus de l'azote liquide et je remplis. Et j'attends maintenant que la pastille devienne complètement froide. Alors ces expériences-là, au début, elles avaient été faites sur du mercure, sur du plomb, sur des matériaux assez communs, et avec de l'hélium liquide qui permettait de refroidir encore plus. Et là, on peut le faire avec de l'azote liquide, sur ces oxydes-là, et regardez ce qui se passe. L'aimant se met à léviter. Il flotte au-dessus de la pastille, on le voit si on fait passer en dessous. Petite feuille de papier, on voit qu'il lévite. Ça, c'est un phénomène absolument anormal, complètement incroyable. On pourrait se dire que c'est juste finalement la pastille noire qui elle aussi devient un aimant, puis un aimant repousse un autre aimant, si on les met dans le bon sens. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on sait bien quand on joue avec deux aimants, si on les met un au-dessus de l'autre et qu'ils se repoussent avec leur pôle nord-nord par exemple, au bout d'un moment, le deuxième aimant se réaccroche comme ça. Et ici, ce n'est pas du tout ce qu'on a. Regardez, je pousse la pastille noire par en dessous, elle emmène l'aimant avec elle. L'aimant, en quelque sorte, est accroché par des encres invisibles qui le retiendraient. Donc on n'est pas du tout dans le cas d'un aimant qui repousserait dans un autre aimant, on est dans un nouvel état de la matière. On appelle ça de la supraconductivité. Il n'y a vraiment que dans les supraconducteurs qu'on arrivera comme ça à faire flotter un aimant de façon stable au-dessus de la pastille noire. C'est ça qu'on essaye de comprendre. Et ces pastilles-là sont formées de quoi? En fait, ce sont des oxydes. Donc dedans, on va retrouver des oxygènes, du cuivre et un ou deux autres atomes assez standards. Mais en fait, ils sont organisés de façon très particulière. Regardez, ce qu'on voit en fait, c'est une sorte de millefeuille d'atomes. Chaque boule ici est un atome. Ceux qui sont rouges sont les cuivres, les violets ici sont les oxygènes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une sorte d'empilement de feuilles successives. Et tous ces matériaux-là présentent cet empilement en millefeuilles. Et si on le regarde vu de haut, on devine ici des carrés de cuivre, avec des oxygènes également. On les voit ici encore. Et donc finalement, tout le mystère réside dans la compréhension de ce millefeuille. Si on sait comprendre comment les électrons se déplacent dans ces feuilles d'atomes, on aura compris d'où vient la supraconductivité. Pour l'instant, ce qu'on sait observer, c'est le déplacement des électrons dans le millefeuille. Ils bougent perpendiculairement, comme dans les rues de New York, sans jamais se rencontrer car ils sont tous chargés négativement, donc ils se repoussent. S'il y a trop d'électrons, ils se coincent tous et c'est un véritable embouteillage. Ils n'arrivent même plus à conduire l'électricité. Mais si on les refroidit, c'est là qu'ils deviennent encore mystérieusement supraconducteurs. Une des façons qu'on a d'essayer de comprendre ce millefeuille, c'est de le perturber un tout petit peu. Quand on enlève un cuivre et qu'on met un atome assez inerte à la place, comme le zinc, une sorte de légume finalement, il apparaît des choses incroyables. Il apparaît une vague magnétique autour du zinc, qu'on n'attendait pas du tout, parce que le zinc n'est pas magnétique. Et donc il apparaît quelque chose de très curieux. On s'est rendu compte après coup finalement que probablement ce qui comptait, c'était pas d'avoir mis un zinc, c'était d'avoir enlevé un cuivre, d'avoir frustré le système en quelque sorte, et les cuivres voisins répondent à l'absence du cuivre en faisant pousser cette espèce de vague. Et si on est capable de mesurer cette vague, de la sonder, de la voir finement, on doit être capable de comprendre quelque chose sur ce plan et sur son comportement intrinsèque, ce qu'il a en lui. Et donc la mesure de cette vague magnétique nous renseigne sur le comportement étrange de ces électrons. Et on peut même espérer qu'elle ait peut-être un lien avec la supraconductivité. Donc, pour observer et analyser cette vague, et plus largement faire des expériences sur des alliages supraconducteurs, on va dans la salle RMN, pour résistance magnétique nucléaire. C'est un processus d'observation analogue à l'IRM qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux. On va donc observer l'échantillon d'alliage, ici sous forme de poudre, en le soumettant bien sûr à un fort refroidissement.
Vous voyez, on a finalement de l'électronique, du froid, des capacités ici, qui vont permettre de mesurer la poudre noire à la température qu'on souhaite. On va aller regarder chacun des noyaux de la matière et se mettre sur ce noyau en quelque sorte et regarder autour de nous ce qui se passe. On récupère des signaux de ce genre. Vous voyez ici, en fait, c'est la réponse des noyaux. Les noyaux voient des électrons autour d'eux et cette réponse est caractéristique de ce qu'ils voient autour d'eux. Je vois un signal électrique qui traduit finalement, dans mon langage de physicien, ce qu'ont fait les électrons autour du noyau pour produire ce signal électrique. Et après, il y a tout un travail d'analyse du chercheur pour, à partir de ce signal électrique, décoder finalement ce qu'ont vu les noyaux autour d'eux et comprendre finalement ce qu'avaient fait les électrons pour qu'on voit cette signature à la fin. Il y a des matériaux qu'on a découverts il y a très peu de temps, il y a 6 mois, des matériaux à base de fer et d'arsenic, on appelle ça des oxypnictides, découvertes au Japon et en Chine. Et dans ces matériaux-là, on a découvert à nouveau une supraconductivité totalement anormale. Et ce sont à nouveau des millefeuilles. Et cette fois-ci, au lieu d'être des carrés de cuivre et d'oxygène, ce sont des carrés de fer et d'arsenic. Et les gens au début se sont dit, mais finalement c'est très semblable. On a des carrés, on a des millefeuilles, c'est du fer à la place du cuivre. On doit avoir le même mécanisme qui permet de comprendre la supraconductivité. Et ça fait 6 mois que toute notre communauté est en effervescence et qu'on travaille tous d'arrache-pied sur ces matériaux pour essayer de comprendre si finalement on a la même supraconductivité que dans les pastilles noires que je vous ai montrées tout à l'heure, ou si c'est quelque chose de différent. On a découvert par exemple dans ces oxydes à base de fer et d'arsenic qu'ils transformaient la chaleur en électricité de façon incroyable. On appelle ça la thermoélectricité. Et cette capacité-là, qu'avaient d'autres matériaux avant eux, elle pourrait être meilleure dans ces matériaux-là précisément. Quand ils ne sont pas supraconducteurs, là, il n'y a même pas besoin de les refroidir. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer plein d'applications, par exemple, mettre un de ces matériaux derrière le pot d'échappement des voitures et récupérer la chaleur du pot d'échappement pour la convertir en électricité. Ou encore faire des peintures thermoélectriques pour alimenter des clims dans les pays du Sud quand il fait chaud dehors et froid dedans. Et donc cette capacité de transformer la chaleur en électricité, là aussi c'est un gros espoir dans ces oxydes. Et là encore, pour le physicien comme moi du côté fondamental, c'est un sujet très intéressant parce qu'on pense que cette thermoélectricité étonnante est une fois encore liée au mouvement compliqué des électrons, les rues de New York dont je parlais tout à l'heure. Et comprendre pourquoi est-ce que le mouvement difficile des électrons permettrait aux matériaux de transformer la chaleur en électricité, c'est un des enjeux actuels qui nous passionne. On a découvert ces matériaux il y a seulement 6 mois, 1 an, et à l'échelle de temps du physicien, c'est incroyablement court. Et donc on ne sait pas du tout les applications qu'on peut en espérer avant 5, 10, 20, 30 ans. On a redécouvert la physique des oxydes ces 20 dernières années. C'est des matériaux qu'on pensait assez tristes, assez inintéressants, et qui finalement révèlent des propriétés complètement étonnantes, qu'il s'agisse de ce transport de chaleur, qu'il s'agisse de la supraconductivité. Attention à la marche en descendant du train.